Bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être là avec nous. Et puis, dans cette matinale, nous aurons l'occasion, avec nos invités, de développer différentes thématiques. Tout d'abord, nous ouvrirons une page santé avec une représentante du ministère de la Santé qui viendra nous parler de résistance aux antimicrobiens. Et bien sûr, on va parler des facteurs qui favorisent ce type de résistance, mais aussi de la manière dont est prise en charge la lutte contre ces phénomènes de résistance. Et puis, en parlant de médecine, nous aurons aussi le plaisir de recevoir un duo de médecins, ou plutôt de futurs médecins, puisqu'ils sont encore étudiants et membres d'associations très actives en faveur justement des différentes luttes contre les maladies. Et aujourd'hui, ils seront parmi nous à l'occasion de l'organisation d'un marathon, un marathon justement destiné à la sensibilisation contre le cancer. Et puis, ce matin, nous aurons le plaisir de recevoir un auteur et un artiste. L'auteur, pour sa part, viendra pour présenter son ouvrage « La cabane des ogres », inspiré des vieux contes justement populaires. Et puis, il s'agit donc de Ali Hadjaz, bien sûr, il faut nommer le nom. Et puis, le second, c'est-à-dire l'artiste peintre qui nous accompagnera lors de cette matinale, il s'agit de Ousmane Samir. Ousmane Samir qui expose actuellement à la galerie Aslah Hussein à Alger. Et donc, cet autodidacte sera parmi nous ce matin pour présenter ses œuvres, mais également donc, son parcours aux téléspectateurs de cette matinale. Bien sûr, n'oubliez pas votre rendez-vous avec la météo dans un moment avec Amel Laribi et puis également le point d'actualité, le flash info avec Nedjma Heresh qui reçoit aujourd'hui le président de l'APC d'Alger Centre, donc à l'occasion de ce flash info. Et puis bon, merci encore une fois d'être là. Je vous souhaite un excellent réveil avec nos programmes aujourd'hui dans Canal Algérie. Et puis tout de suite, sans plus tarder, place à la météo et aux nouvelles du ciel. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Madame Ladia. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ça va, merci. Très bien. Alors que nous disent les cieux aujourd'hui? Va-t-il pleuvoir? J'ai vu vraiment un magnifique coucher de soleil hier. Ça présage en général d'une belle journée. Oui, du beau temps. C'est bien le cas? Et c'est le bien le cas. En tout cas à Alger. Sur Alger et les environs, et plus à l'ouest, au centre, à l'est, partout. Eh bien, excellent. Voilà. Alors, donnez-nous la suite, s'il vous plaît, Amel. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, on aura de la brume mais locale vers les côtes de l'extrême ouest avec un ciel généralement dégagé sur les régions de l'ouest et le centre du pays. Puis le ciel deviendra partiellement voilé mais plus par l'ouest en fin d'après-midi soirée. À l'est, eh bien le ciel restera dégagé à peu nuageux puis deviendra passagèrement nuageux sur les régions intérieures de l'est, les hauts plateaux ainsi que vers les Aurès, la moitié sud, excepté quelques passages nuageux sur les oasis. Ces nuages gagneront le nord Sahara durant la journée, plutôt voilé sur le sud-ouest, plus exactement sur la région de Tindouf et Bécha. Ailleurs, rien à ciel. Le soleil s'en donnera à cœur joie sur le Sahara central, le Sahara oriental, l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Les températures, quant à elles, sont plutôt douces pour la saison, avec toutefois un maximum de 28 degrés du côté de Mostaganem, 24 à Alger, 27 à Oran, 25 Tlemcen, 23 degrés à Annaba également, 16 à Biyad, Jalfa également Batna, 17 à Sétif. Au sud, eh bien, on relèvera 21 degrés du côté de Béchar, 22 Gardaya, Biskra, 24 Hatim Saoud, Ouargla, Ilizi, 26 degrés à Tamanrasset, Janet, 28 à Insalah, 29 Tindouf et toujours le maximum à Borj Beji Mourtar et Ingzam avec 35 degrés. Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera partiellement nuageux. Plus exactement à Varsovie, Berlin, Prague, Bucarest, également Budapest, Londres, quelques pluies à Dublin ainsi qu'à Madrid et Lisbonne, des nuages saturés de pluie à Paris, Bordeaux, Marseille. Par contre, le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Rome et Athènes. Le mercure affichera 10 degrés à Copenhague, 13 à Londres, 18 Dublin, 14 à Varsovie et Prague, 17 à Berne, Budapest et Bucarest, 20 degrés à Athènes, 13 à Paris, 19 Marseille, 14 à Madrid et enfin 18 degrés Lisbonne et Dublin.
Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup, Amel, pour ce... Merci beaucoup, Amel, voilà. C'est revenu. Toujours en décalage au démarrage, mais c'est pas méchant, c'est bien ça le direct. Donc je vous disais, excellente journée, donc Amel, et merci pour ce voyage à travers les cartes. N'est-ce pas? Ce fut très sympathique. Ah ben merci. Je reviendrai demain. En attendant les vrais voyages et les vraies escapades prochainement. Inch'Allah. Donc sans plus tarder, mesdames, messieurs, restez avec nous. Tout de suite, un flash info rien que pour vous. Bonjour Adia, bonjour Amel, bonjour à tous. Bienvenue dans ce flash d'information. Dans l'actualité, Ahmed Ouyahia, le Premier ministre à Paris, désigné par le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour le représenter aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'armistice qui avait marqué le 11 novembre 2018 la fin de la Première Guerre mondiale, en réponse à l'invitation du président de la République français Emmanuel Macron. Ahmed Ouyahia a été reçu dans la matinée d'hier au palais de l'Élysée. Il a été accueilli par le président français. Ahmed Ouyahia était aux côtés de 72 chefs d'État et de gouvernement à Paris. Donc, il a pris part à la cérémonie de commémoration qui s'est déroulée au niveau de l'Arc de Triomphe. Le Premier ministre a été accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Dans l'après-midi, il a participé au forum de Paris sur la paix qui s'est tenu dans le cadre de ces cérémonies de commémoration. Ahmed Ouyahia, à cette occasion, a prononcé une allocution dans laquelle il est revenu sur la participation des Algériens dans cette première guerre mondiale. Donc, Ouyahia a rappelé à cette occasion que la Première Guerre mondiale a coûté au peuple algérien alors colonisé des dizaines de milliers de morts. Ouyahia a souligné également qu'il n'est de moment plus propice que ce jour commémoratif pour réfléchir encore ensemble aux voies et aux moyens de prévenir des guerres et des conflits. Le Premier ministre qui prenait donc part au forum pour la paix a également plaidé pour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, le règlement pacifique des différends et des conflits, ainsi que le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, ainsi que la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Le Premier ministre a également rappeler et insister sur l'importance du soutien que les États doivent apporter sans calculs nationaux aux différents émissaires onusiens nommés pour le règlement des conflits. Ahmed Ouyahia a fait également hier un don d'un ouvrage de l'émir Abdelkader intitulé « L'épopée de la sagesse » à la bibliothèque du Forum de Paris sur la paix. Le Premier ministre a indiqué à cette occasion que c'est le président de la République Abdelaziz Bouteflika qui l'a chargé d'ouvrir cet ouvrage en 3 langues, à savoir l'arabe, l'anglais et le français, en témoignage des sacrifices de l'Algérie pour la paix et la sécurité dans le monde. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Comme vous voyez, la préface de l'ouvrage, qui est paru en 2017, est signée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. À cette occasion, je vous propose d'écouter la déclaration de Ahmed Ouyahia au micro de Afef Belhouchet, exclusivement pour la télévision algérienne. J'ai eu d'abord l'immense privilège de représenter Monsieur le Président de la République à ce double événement qui est le centenaire de l'armistice et le Forum pour la paix, 2 événements pour lesquels il a été invité par son homologue le Président Macron. Il est clair que la commémoration de l'armistice est un événement mondial et est une étape importante de recueillement sur, je crois, 17 millions de morts au total.
et d'élan vers la paix. D'ailleurs, c'est là où se trouvait la beauté de la conjonction du centenaire et du forum, naturellement pour nous Algériens, même si nous étions à cette époque un peuple colonisé malheureusement. Je rappellerai qu'à 3 reprises, nous avons chèrement payé pour l'Europe. Nous avons eu 5000 morts en 1870. Et ces 5000 morts qui sont restés l'arrière-garde du repli des troupes de la France coloniale à l'époque et dont aucun n'a survécu. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais il se dit que, d'autant plus d'ailleurs des chiffres qui sont d'origine française ou de source française, qu'il y a eu presque 80 000 soldats algériens qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Nous constatons qu'il y a eu un grand élan mondial en 2001, après les attentats contre le World Trade Center, 2 résolutions du Conseil de sécurité, mais chemin faisant, les choses s'effilochent. Chacun trouve ses bons terroristes. Et ensuite, 1 année ou 5 années après, il se mord les doigts. Nous, c'est un peu la force et la force de l'Algérie sur la scène internationale, c'est sa constance. Sa constance, c'est une politique que d'ailleurs nous avons le privilège d'avoir vu son principal artisan pendant 15 ans, l'ex-ministre Abdelaziz Bouteflika, et nous avons la chance maintenant de voir la mener dans cette constance qui est une constance qui remonte à la jeunesse de notre indépendance et qui est jusqu'à ce jour, à savoir des principes de non-ingérence dans les affaires des autres, de respect de la souveraineté, de partage de la communauté internationale et de sa solidarité au sein des Nations Unies, bien sûr notre message africain et tout ce que vous m'avez entendu essayer de résumer tout à l'heure. Dans l'actualité également, poursuite des débats au niveau de l'Assemblée populaire nationale à l'occasion Raouia Abdelrahman Raouia, ministre des Finances, qui présentait hier le projet de loi de finances 2019, le projet qui prévoit une croissance économique de 2,9%. Donc il a été présenté hier devant les membres de l'APN. Le ministre répondra aujourd'hui aux questions et préoccupations des députés. Rappelons que le vote est prévu pour jeudi prochain. Voilà les principaux titres de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous propose de retrouver tout de suite l'invité de la matinale. Et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelhakim Bettache. Donc, vous êtes président de l'Assemblée populaire communale d'Alger Centre. Monsieur Abdelhakim, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc, hier, on en parlait déjà avec le Wali d'Alger, le plan stratégique d'aménagement et d'embellissement de la capitale. Donc, qu'est-ce qui est prévu au niveau de votre commune ? Donc, par rapport au plan stratégique de la Wilaya d'Alger, qui a été signé par son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, donc il y a le Wali qui est chargé de la réalisation, de l'application et de l'exécution de ce programme vaste pour la Wilaya d'Alger. Et pour la Wilaya d'Alger, par rapport à plusieurs secteurs qui concernent le logement, le relogement des caves terrasses, l'éradication des caves terrasses, l'éradication des bidonvilles, la réhabilitation des immeubles qui concernent les façades de l'immeuble, grosso modo les parties communes, la porte, la boîte postale, la terrasse, l'installation de paraboles collectives, l'éradication des paraboles dans les façades, l'installation, après nous en tant qu'APC, on vient pour installer les syndics, pour l'après-gestion, l'après-réhabilitation des immeubles. Pour rappel que la réhabilitation s'effectue par les OPJ. Donc effectivement, il y a un vide juridique concernant les APC, c'est que les APC ne peuvent pas eux-mêmes réhabiliter les immeubles, mais il y a d'autres canaux légaux où, à ce jour, en tant qu'APC d'Alger Centre, je peux dire on a dépassé les 400 milliards de centimes qu'on a versés pour le trésor de la Wilaya d'Alger pour la réhabilitation des immeubles qui concernent les quartiers, surtout les quartiers populaires d'Alger, parce qu'actuellement, le plan stratégique touche les 10 boulevards de souveraineté au niveau de notre commune, les artères principales,
Et de notre côté, l'APC, donc, même si la loi ne nous le permet pas, on a trouvé un canon légal où on délibère à la majorité absolue au niveau de l'Assemblée et on délivre l'argent pour le fonds spécial de la wilaya d'Alger. Et de l'autre côté, on insiste toujours que la régie foncière qui prenne en charge la réhabilitation des immeubles, surtout qu'actuellement on a lancé le grand îlot Ritongine, le quartier Ritongine, le vieux quartier Ritongine, que seulement l'huile, pour la première tranche, et peut-être c'est 20% du financement, c'est 150 milliards de centimes. Parce que la réhabilitation, c'est un tout. Même il y aura l'enfissement du réseau. Donc on ne revoit plus les câbles là suspendus dans les balcons. Donc il y a l'enfissement des réseaux. Et j'espère qu'on va y aller à un quartier, à une rue piétonnière au niveau de la rue Tangine. Donc actuellement, on peut dire que on est en train de revoir Alger-la-Blanche d'antan. Donc il y a question de rénovation des immeubles, mais aussi des espaces publics. Vous avez annoncé récemment la rouverture du square Port Saïd, qui a subi aussi des travaux de réfection et de réaménagement. Effectivement, actuellement, au niveau d'Alger Centre, on a 8 jardins de proximité, de quartier, si on veut dire. Le dernier jardin qu'on a réhabilité, c'est le jardin l'ex-Galant, le jardin Liberté, qu'il y a une organisation mondiale de gestion, de l'organisation mondiale de protection des jardins, qui ont choisi le jardin Liberté pour installer une statue de la paix offerte elle sera offerte au président de la République. Qui symbolise le vivre ensemble dans le pays. Effectivement. Donc, incessamment, peut-être d'ici 4 jours, au maximum le dimanche prochain, on aura le projet, on termine le projet de Square Port Saïd qui a pris vraiment, c'est un grand chantier, c'est un espace qui appartient à la PC Casbah, mais j'ai été instruit par le Wali d'Alger, par arrêté du Wali d'Alger pour le réhabiliter et la gestion. Donc, on a dégagé à ce jour, presque 16 milliards de centimes. Donc les 16 milliards de centimes, ça concerne le square Port Saïd, les immeubles limitrophes et bien sûr les trottoirs. Donc on peut dire on a aménagé tout le quartier, l'ensemble du quartier du square Port Saïd. Dans le théâtre national. Dans le théâtre national, on a pris en charge, la façade. Donc il y aura même 2 bouches de métro qui vont être inaugurées incessamment, peut-être d'ici une semaine. La bouche de métro d'Ali Boumendjil, la bouche de métro du TNA. Donc on aura quand même un visage d'une capitale, d'une des capitales du monde. Donc Alger qui se rajeunit et fait peau neuve. Donc il y a également un programme culturel, notamment dans ces espaces publics, dans les jardins, dans les kiosques à musique aussi. Donc quand on parle de la réhabilitation du square Port Saïd, dans tous les squares du monde, même le Sahchouhada, il y a un kiosque à musique. Donc le kiosque à musique au niveau du square Port Saïd, il va être animé chaque mardi le soir pour les enfants. Et le vendredi, samedi, bien sûr le soir, c'est des qadat chabi, etc., comme il se fait avant. Donc c'est un ensemble d'activités qui vont être réalisées dans les c'est un ensemble de programmes qui va être réalisé au niveau de tous les jardins d'Alger Centre. On a cette culture, cette habitude. Alors chaque mardi, chaque samedi, dimanche, chaque vacances hiver ou printemps, on anime dans les jardins pour des activités de clown, pour faire passer le message à nos enfants par rapport surtout à la protection de l'environnement. Et pour inviter aussi les familles algéroises à se réapproprier ces lieux publics. Effectivement, surtout que nous, l'exception qu'on a à Alger Centre, c'est que nos jardins, c'est des jardins de quartier, c'est des jardins de proximité. Donc, les familles qui habitent les limitrophes des jardins qui se baladent dans les jardins. On a même, ça fait pas 6 mois de cela, on a lancé le premier théâtre municipal, le premier théâtre de l'APC d'Alger Centre National, qui fait des pièces théâtrales 2 fois par jour pour les enfants et les autres jours pour les adultes. Et même le week-end, des fois, on lance des formations
pour former les artistes. Aussi, il y a également ouverture de salles de cinéma. Oui, il y aura donc les 4 salles de cinéma qu'on a récupérées, qu'on a réhabilitées à coût de 45 milliards de centimes pour une salle de cinéma. Donc incessamment, on a récupéré une autre salle, c'est le cinéma ex-Paris, qui est au niveau limitrophe à la rue l'Arbi Ben Mehdi, on a installé un bureau d'études pour bien sûr lancer les cahiers de charges pour avoir une entreprise pour la réhabilitation de celle-ci. Donc même le tout, on a 11 salles de cinéma, mais au fur et à mesure qu'on est en train de réhabiliter, on récupère et on réhabilite des instructions du ministère de la Culture via le Wali d'Alger. Donc il y a même installation, ça fait 2 ans de cela, le parcomètre qui est installé au niveau de l'Arbi Ben Mehdi. Tout ça, c'est des instructions du ministère de l'Intérieur, collectivités locales et de l'aménagement qui demandent aux APC de créer des richesses. Donc le parcomètre, il y a l'EPIC, on a même créé une EPIC de gestion du patrimoine et des jardins publics au niveau d'Alger Centre. Il y a une autre EPIC qu'on a créée, ça fait 4 ans de cela, une EPIC de gestion de salles de cinéma. Et tout ça est dû, toutes ces créations, cette réalisation est due bien sûr à la continuité par rapport au premier mandat à ce jour. Donc aujourd'hui, c'est dans le cadre des différents programmes inscrits dans le cadre de ce plan stratégique. Voilà, donc ça, ce qui était pour le programme, Et surtout le grand chapitre, c'est que la grande somme d'argent que l'APC d'Alger Centre qui est en train de dégager chaque assemblée plénière, c'est par rapport aux réhabilitations. Donc ça fait pas 2 mois de cela, on a délibéré pour 50 milliards de centimes, les grands quartiers de Cadix, de Bechirif, la Haute-Kasbah. Donc la réhabilitation au niveau d'Alger Centre, elle va toucher, on peut dire, Inch'Allah, tous les quartiers existants dans le périmètre de la commune. Il est question aussi, M. Batache, d'utilisation des énergies propres. Oui, effectivement. Donc, changement de lampe LED pour économiser la consommation en électricité et aussi préserver l'environnement. Effectivement, on a fait des statistiques, on a fait une fiche de calcul. Ça fait plus de 5 ans de cela au niveau de notre commune où on a installé Monsieur Énergie. Monsieur Énergie, c'est un cadre de l'APC d'Alger Centre où il a fait, je lui ai demandé de faire toute l'étude de l'électricité. Donc au niveau on a 21 écoles, surtout 21 écoles, 6 mosquées, l'éclairage public. Donc on a su que la facture elle est très lourde. Donc après cela, on a commencé à installer la lampe LED au niveau dans les écoles. Et il y a eu l'instruction incessamment, ça fait 6 mois de cela, il y a 6 mois de cela, l'instruction du ministère de l'Intérieur qui demande aux APC de passer à l'énergie renouvelable, au LED. Donc actuellement, d'ici le maximum 1 mois, j'aurai réceptionné 2 écoles à 100% énergie solaire. Et bien sûr, l'opération qui se généralise à travers plusieurs communes sur le territoire national, effectivement. On va revenir à Alger Centre, confronté à un grand problème de circulation et de stationnement. Donc, il est question de création d'un premier espace de stationnement informatisé. C'est pour bientôt? Effectivement, je suis en train de suivre au niveau de la wilaya d'Alger. Donc, tout ça, c'est le plan stratégique de la wilaya d'Alger, il est inscrit. Donc, il y a une société mixte espagnole-algérienne qui est en train actuellement d'accélérer leurs travaux, surtout la nuit, par rapport à la circulation. Au niveau d'Alger Centre, on peut dire le Grand Alger, mais au niveau d'Alger Centre, ils sont presque, d'ici 1 mois, ils vont terminer, ils peuvent lancer même le feu tricolore. Donc j'espère avec ça, on va diminuer un petit peu la circulation, mais je crois qu'on va essayer avant que le projet sera inauguré, de préférence, on va y aller à une stratégie de sensibiliser le citoyen, parce qu'actuellement, je crois, on a un problème de mentalité. Tout à fait. Et revenons au problème de mentalité.
Alger n'est pas, Alger Centre aussi est confronté au problème de gestion de déchets. Oui, effectivement. Et là, le citoyen a tout son rôle à jouer. Effectivement, il y a des grands efforts qui se font au niveau de la wilaya d'Alger, un plan stratégique de gestion de déchets ménagères au niveau de la wilaya d'Alger, des séminaires, on a installé sur instruction du Wali d'Alger Monsieur Environnement dans chaque mairie, dans chaque APC de la wilaya d'Alger. Donc il y a des formations, il y a des journées de sensibilisation. De notre côté, c'est la même chose. On est en train de passer des messages dans tous nos programmes qui sont en train de se faire dans les salles de cinéma, dans les jardins, ainsi que les écoles. Mais rien n'empêche, à ce jour, on a un problème de mentalité. Et le problème de mentalité, je crois, avec la venue du code communal prochainement, je l'espère, et c'est primordial, c'est qu'avec le nouveau code communal, on aura peut-être la chance d'avoir la police municipale, et je crois pour pénaliser certains comportements. Je crois à partir de cela, on peut arriver à une ville propre. Tout à fait. Monsieur APC, vous êtes à la tête de l'APC, d'une APC riche. Quelles sont les principales ressources financières? Effectivement, quand il me pose cette question, une APC riche, effectivement, elle est riche avec ses ressources humaines et financières, surtout humaines. Donc, c'est une APC qui cherche après son argent. Donc, on fait du recouvrement. Le loyer, je peux dire, le recouvrement de loyer, on est à presque à 85% par rapport, parce qu'on a un patrimoine très important. Par rapport à ça, que l'Assemblée a créé une EPIC communale de gestion du patrimoine et des jardins. Donc, on a plus de 200, on peut dire 2700 logements actuellement qu'on a octroyé pour nos concitoyens, réalisation à 100% Alger Centre. Donc le loyer, il rentre dans la caisse de l'APC d'Alger Centre. On a pas mal de magasins, on a certains espaces alloués, surtout au niveau de la commune d'Alger Centre, pour vous dire que l'esplanade de la Grande Poste, quand il y a une boîte privée qui loue l'espace pour une seule journée, c'est 10 millions de centimes. Oui, alors je ne sais pas si vous allez confirmer ça, 144 milliards de centimes de recettes de votre commune pour l'année 2017. Oui, effectivement. Vous en avez fait quoi en 2018? Donc tout ça, il va la gestion urbaine, donc c'est le goudronnage, c'est le béton imprimé dans les trottoirs, c'est le financement de la réhabilitation des immeubles, la cotisation par rapport les associations sportives, les 3% des associations, parce que tout ce qu'on fait au niveau d'Alger Centre, c'est toujours, il y a des commissions d'élaboration des programmes, commissions à 100% élues à administration, il y a des commissions d'élaboration de programmes avec nos associations, surtout que les directives, à chaque fin du mois, et les quotidiennes, les directives de la gestion participative avec nos associations, où ils nous proposent des projets pour leur inscription, et c'est ça la cagnotte, les rentrées d'argent d'Alger Centre qui vont au bénéfice de nos concitoyens. Il est question, dans le cadre d'un projet du ministère de l'Intérieur, de verser une partie des recettes des communes riches aux communes en difficulté, déficitaires, sachant que sur les 1541 communes nationales, il existe 1200 qui sont déficitaires, voilà, en déficit financier. Effectivement, d'ailleurs, il y a un service, il y a une direction au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est l'FCCL. C'est une caisse pour aider les communes pauvres. Donc il y a des subventions émanant du ministère de l'Intérieur, du FCCL. Comment ça va se concrétiser sur le terrain? Il y a une autre formule par rapport aux APC qui sont en bonne santé financière, on peut dire comme la mairie d'Alger Centre, mais on l'avait déjà avant. C'était une procédure lente. C'est que la loi nous permet, le code communal nous permet que
une fois il y a un jumelage avec une autre APC, on peut leur payer leur dette ou financer un projet ou satisfaire la paye des employés. On l'a fait avec la commune du Madania, de Oued Qoresh bien avant, mais avec le nouveau code communal, avec une nouvelle directive du ministère de l'Intérieur, je crois on va y aller à plus élargir nos financements dans d'autres communes. Pour, bien sûr, c'est bénéfique pour les deux. Pour la mairie d'Alger Centre, on peut financer des projets au niveau d'autres communes. Il y aura des rentrées pour la commune et des recettes encore pour l'autre commune concernée qui ne peut pas subvenir aux besoins de ses concitoyens. Donc, avec avec le nouveau code communal, avec les directives du ministère de l'Intérieur, je crois on peut y aller à un sursaut, à une meilleure gestion des mairies ou des ressources ou de création de richesses dans les communes. En tout cas, chanceux, les habitants de votre commune. On va revenir aux travaux de rénovation. Un projet qui vous tient particulièrement à cœur, donc la rénovation des sous-sols de la Grande Poste. Effectivement, le sous-sol de la Grande Poste, donc les mitoyens à la bouche de métro de l'Khattabi. Donc, il y a eu une réalisation d'environ 18 locaux, ça fait plus de 15 ans en arrière. Donc ça n'a pas marché. En 2012, j'ai fait mon bilan, j'ai trouvé que il n'est pas efficace, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas d'entrée d'argent, donc les locataires ne voulaient pas payer les dettes de la location. Donc automatiquement, j'ai appliqué la loi, j'ai les testés en justice, je les ai récupérés maintenant. Et bien sûr, il y a l'installation d'un bureau d'études, une enveloppe adéquate qui dépasse les 7 milliards de centimes. Et bien sûr, le chantier, il avance, il est, on peut dire, à 45% de l'avancement du projet. Donc, c'est un sous-sol très important, ou on peut dire c'est un sous-sol moderne. C'est un sous-sol moderne avec des escaliers mécaniques pour les handicapés. Donc, c'est à partir de cela qu'il y aura l'aménagement de l'espace de jardin Khmisti. Donc tout ça pour améliorer le cadre de vie des Algérois. Et aussi, et parallèlement à tout cela, il y a virtualisation de l'administration et modernisation des prestations de services. Effectivement, aujourd'hui on respire, le citoyen respire par rapport à ce qu'on a enduré dans les années passées, avant les années 2012. Donc aujourd'hui, on est passé à la e-commune, avant de passer à la e-gouvernement. Donc aujourd'hui, en tant qu'Amiral d'Alger Centre, on a l'honneur d'être une APC pilote, une APC qui travaille jusqu'à 23 heures, depuis 6 ans de cela. Une APC qu'on ne s'ennuie pas, donc on est rapidement servi, on a notre papier à la minute près, donc tous les papiers d'état civil, tout est numérisé, tout est informatisé, on a notre passeport la semaine près, notre carte d'identité c'est la même chose. La carte grise, avant c'était 6 mois jusqu'à 8 mois, avec les prolongements on peut aller jusqu'à 2 ans aujourd'hui. En 1 heure, un laps de temps d'une heure. Et lancement aussi prochainement d'un livret de famille, voilà. le livret de famille électronique. Donc, je crois dans le domaine des collectivités locales, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, il a émis un grand pas en avant par rapport ce qu'on voyait, ce qu'on endurait comme souffrance, comme bagarre dans les bureaux des mairies. Aujourd'hui, alhamdoulilah, donc c'est bénéfique pour nos concitoyens. Il y aura prochainement le lancement du fichier social à l'échelle nationale. Donc ça commence tout ça, c'est des acquis pour nos concitoyens. Tout à fait. Prochainement, peut-être un seul maire pour le Grand Alger, le IPAPC.
Le IPAPC, on peut dire ça, oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de gestion. On est arrivé à un stade où, par exemple, prenons exemple, la mairie l'APC d'Alger Centre est limitrophe avec 3 communes. Elle est limitrophe à la Kasbah, l'Elbière, Sidi Mohamed. Donc, dans tous les volets de gestion quotidien dans l'environnement d'Alger Centre, on a toujours un problème du côté, on a le côté gauche, en descendant du côté gauche c'est Alger Centre, côté droit c'est Sidi Mohamed. Donc on a un problème de mentalité de nos équipes qui interviennent dans l'environnement. C'est net comme d'Alger Centre, elle ne peut pas intervenir dans notre trottoir. Donc tout ça, tout ça c'est un malaise, tout ça c'est un problème quotidien pour le citoyen. Donc si on aura la chance d'y aller, surtout un statut particulier de la wilaya d'Alger, pourquoi pas un maire d'Alger, je crois à partir de cela, la capitale, elle se métamorphose rapidement. Oui, effectivement, malheureusement, Monsieur Betache, c'est la fin de notre entretien. Mais je vais, avant de rendre l'antenne à Radia, je vais présenter cette revue du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si on peut la voir. Donc, voilà, donc c'est le 2e numéro, hein, comme ça. Qui revient sur les principales activités et nouveautés du secteur. Comme vous voyez, donc c'est une revue de 116 pages où on peut voir tous les grands projets réalisés dans le domaine du ministère, par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Et donc de très belles photos aussi. Voilà. Tout ça pour vulgariser et informer davantage sur tout ce qui se fait. Et bien sûr, je ne vais pas vous laisser partir, Monsieur Abdelhakim Betache, sans rendre hommage à notre confrère, votre défunt frère, Abdelrahman Betache, décédé il n'y a pas longtemps. Donc, hommage à notre collègue et confrère, Abdelrahman. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à toutes nos questions. C'est à vous, Radia. Merci beaucoup Nejma, merci également à votre invité en cette matinale, donc sur cet éclairage aussi sur notre APC Alger Centre, cette belle APC et puis cette belle localité donc du Grand Alger. Donc merci à vous d'être avec nous dans Bonjour d'Algérie. Tout de suite, une petite chanson avant de retrouver les invités suivants. أفوق شجذوك وسونا مغير لاقو جيل وري عليه يلا 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 ومكان ديالنا بالصح سبولي عمل هو يرانا يال ذكرونيس أفجم العالمي غزوارا ماشي دروسي نحفظ الناس
avez dû reconnaître cette voix suave, celle de Semira Brahmia, accompagnée pour ce duo par Mohamed Reda. Donc un duo d'artistes fabuleux, donc qui plaisent d'ailleurs à notre invité aujourd'hui. Bienvenue à vous. Donc Samia Ahmadi. Bonjour. Docteur Samia Ahmadi, donc vous représentez le ministère de la Santé aujourd'hui pour nous parler de résistance aux antimicrobiens. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Oui, c'est très agréable de commencer déjà par une si belle voix. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de la résistance aux antimicrobiens. Et ça tombe bien parce que c'est durant la semaine, Oui. la campagne mondiale au bon usage des antibiotiques. Voilà, c'est la semaine mondiale donc, Oui, oui. qui a été instaurée par l'OMS, Par donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la il y a santé. déjà en 2015. Oui, En si, 2015. si on a consacré une semaine tout entière à cette sensibilisation, c'est que vraiment il y a danger, Oui, ah oui. j'imagine. Oui, c'est qu'il y a une menace. C'est qu'il y a une menace. Vous savez que sont les antimicrobiens qui sont des médicaments essentiels aussi bien pour la santé humaine que pour la santé animale. Donc, pour traiter tout type d'infection, comme son nom l'indique, c'est-à-dire une infection bactérienne, virale, parasitaire ou même fongique, donc c'est pour les champignons. Donc il nous faut ces antimicrobiens. Et le développement de ces médicaments ont fait qu'il y a une baisse de la mortalité, une baisse de la morbidité, donc on arrive à traiter ces maladies. Malheureusement, le mauvais usage de ces médicaments ont fait qu'ils ont accéléré cette résistance. Voilà. Parce que la résistance, si vous voulez, c'est un phénomène naturel, mais qui se développe vraiment au ralenti, parce que la bactérie, le microbe, ces micro-organismes subissent des modifications, il devient résistant à ces médicaments. Voilà, des mutations qui en font des Voilà. bactéries Avec le résistantes, temps. mais Tout à vraiment fait. tenaces parfois. Oui, voilà. Oui. Voilà. Et le fait il y a des facteurs autres qui accélèrent cette résistance. Et donc, ça menace la santé publique. Et bien sûr, ces menaces qui planent sur la santé publique, ce sont souvent de mauvais réflexes, surtout, qui sont à l'origine. Mais parlons un petit peu des causes majeures à l'origine de ces résistances dont on parle. Oui. Quels sont vraiment les facteurs qui favorisent la naissance de ces bactéries résistantes? Je dirais l'humain, il est pour beaucoup, dans le sens que l'automédication, c'est-à-dire utiliser les antibiotiques à tort. Donc vous voyez que les gens... Allez, une petite grippe, un petit rhume, Voilà. mais on va pas chez le médecin, on va directement chez le Et on le prend des pharmacien, on prend antibiotiques. Donc, comme dit le dicton, les antibiotiques n'est pas systématique. Voilà. Donc, quand on a une infection quelconque, donc, ne jamais prendre des antibiotiques sans avis médical. Seul le médecin qui va nous prescrire le médicament. Mais c'est pas seulement le fait que c'est le médecin qui prescrit. Il faudrait que le patient, que la personne respecte aussi bien la dose prescrite que la durée de traitement. Oui. Parce que ça aussi un rôle à jouer. C'est pour ça qu'on dit les bons usages d'antibiotiques. C'est-à-dire que je respecte, on m'a demandé de prendre 2 comprimés par jour, je prends 2 comprimés. S'il faut 5 jours, je prends 5 jours. Je ne prends pas 4 jours ou 3 jours, je me sens bien, j'arrête. Si le médecin il a prescrit 1 semaine, ça veut dire que c'est 1 semaine. Ça veut dire que vraiment la durée... C'est le cycle nécessaire pour l'action. Voilà, Oui. pour l'action, pour traiter l'infection. Voilà, donc on parle de mauvais usage. Donc cette semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Donc nous sommes en plein dedans et puis il y a essentiellement une journée qui est réservée vraiment à la sensibilisation en Europe. On parle d'une journée européenne par exemple. Et qu'en est-il de l'Algérie? Le 18 le 18 novembre est une journée européenne pour le bon usage des antibiotiques. C'est une journée comme ça européenne, mais en fait, mondiale, c'est une semaine. C'est bon toute la usage semaine, d'antibiotiques. voilà. En Qu'en est-il Algérie, de l'Algérie, justement? l'Algérie aussi alignée sur les autres pays. Donc c'est la semaine aussi. Donc c'est une campagne la semaine. Mais seulement l'Algérie, le plus, c'est que le ministère de la Santé a institué une journée
de lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui est le 13 novembre. Donc elle vient en milieu de la semaine. C'est demain, on va célébrer notre journée nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Très bien. Vous ne parlez pas d'antibiotiques, vous parlez d'antimicrobiens. Donc, est-ce qu'on peut éclairer un peu le téléspectateur, donner un petit peu la nuance qui existe entre les... Oui, voilà. Merci. Mais c'est vrai qu'on parle plus on parle plus d'antibiotiques parce qu'on utilise plus les antibiotiques et c'est connu par tout le monde et tout le monde peut se présenter malheureusement dans une pharmacie et acheter des antibiotiques, l'amoxicilline, tout le monde en connaît. Ouais. Mais l'antimicrobien, en fait, c'est d'une manière globale. Parce que l'antimicrobien, c'est des médicaments essentiels et qui vont traiter, non seulement, parce que quand on dit antibiotique, c'est traitement d'infections bactériennes. Tout à fait. Par contre, antimicrobien, c'est aussi des infections qui sont virales, qui sont parasitaires, qui sont fongiques. Donc, en tout cas, responsables de maladies parfois graves, en tout cas. Oui, d'infections, mais oui. Si je parle les antiviraux, donc c'est par rapport au VIH, par exemple. Oui. On traite ou le zona, donc c'est des maladies virales qu'on les traite avec des antiviraux. Par contre, si je parle du antiparasitaire, par exemple, je parle du paludisme. Donc, on traite le paludisme antiparasitaire. Et si je parle d'antibiotiques, c'est pour une pneumonie, toute autre infection, OSAF ou autre. Voilà, c'est ça la différence. Mais seulement, j'ai dit, c'est vrai que le mauvais usage, mais c'est non seulement je ne respecte pas, ou j'arrête le médicament, ou je prends le médicament sans avis médical, mais c'est aussi cette habitude, souvent, qui nous a été rapportée, que j'ai des antibiotiques à la maison, je suis tombée malade, ça va, je me sens bien, j'ai arrêté, et puis je me sens mal à un moment, j'ai encore des antibiotiques à la maison, je vais les reprendre. Ça, c'est mauvais. Ça aussi, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais il y a de toute façon une démarche qui a tendance à s'élargir à travers les différentes capitales du monde, où on se défait complètement de ces antibiotiques. On essaye de favoriser l'action immunitaire. On favorise un petit peu, on renforce l'immunité avant même le recours aux antibiotiques ou aux antimicrobiens. Donc, est-ce qu'en Algérie, on a tendance à le faire mais je vais dire qu'on prend les antibiotiques que si c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire. C'est pour ça qu'on dit, parce que vous avez que des médecins, des patients aussi qui se présentent chez un médecin et qui voudraient bien prendre, et qu'eux-mêmes ils disent oui, moi je voudrais bien prendre des antibiotiques. Je veux dire il devient lui-même prescripteur de son antibiotique. Et c'est mauvais. Parce que, pourquoi je dis que ne prenez des antibiotiques que sur prescription médicale, mais c'est aussi le médecin, quand il doit prendre un peu son temps et expliquer déjà ce que c'est qu'un antibiotique et expliquer la durée. Pourquoi? Expliquer le risque de cette résistance et qu'il faut respecter cette durée et ces doses. Et si on arrive à faire ça, mais avant d'arriver à l'infection, je dirais qu'il faut tout d'abord prévoir. La prévention, c'est la clé de tout. Donc, c'est surtout l'application de l'hygiène universelle et surtout le lavage des mains qui est très très important et qui peut nous prévenir ces infections. Effectivement, voilà. Éliminer quelques bactéries, vraiment nous prévenir un petit peu de certains dangers en la matière. Donc, on parle justement donc de maladies de bactéries résistantes. Oui. En Algérie, donc, de quelle manière informe-t-on autour du sujet? Donc, vous parlez de la journée du 13. Qu'est-ce qui a été programmé? Qu'est-ce qui a été mis en place, justement, dans cette campagne de sensibilisation? Oui, le ministère de la Santé, quand il s'agit d'une journée, une journée de sensibilisation, parce que cette journée se veut une journée d'information, c'est-à-dire expliquer ce que c'est que la résistance, mais de sensibilisation au bon usage. Donc, c'est toute une semaine. Alors, le ministère instruit les 48 wilayas, DSP, Direction de la Santé des wilayas, la population des wilayas, pour mener des campagnes de sensibilisation.
comme ce que je suis en train de Oui, faire avec absolument. vous. Donc, Vous communiquez au niveau des médias locaux surtout, et avec les secteurs concernés. Parce que, comme je vous ai dit, les antimicrobiens, c'est pas seulement pour la santé humaine, mais c'est aussi la santé animale. Et donc, aussi avec l'agriculture, avec le ministère de l'Agriculture. Et là, donc aussi mener des campagnes de sensibilisation. Eux aussi, ils font à leur niveau, et sensibiliser surtout les éleveurs, et sensibiliser aussi, parce que quand on parle de ce dispositif, il commence par l'individu, donc au bon usage, les bonnes pratiques, donc l'hygiène, mais c'est aussi le personnel de santé. Très bien. Et c'est aussi les vétérinaires, donc le secteur agricole, pour ne pas donner, pour respecter, c'est la même chose, donc donner les antibiotiques à l'animal que c'est nécessaire, donc vacciner pour éviter des infections, des complications, parce que là, c'est la complication qui va demander l'utilisation d'antibiotiques, mais pas le vaccin en soi, parce que c'est un virus, donc on ne donne pas des antibiotiques, mais c'est aussi promouvoir l'application des bonnes pratiques. Pourquoi? Parce qu'on donne les antibiotiques aux animaux, mais seulement il faut respecter ces bonnes pratiques. Non seulement la dose et la durée, mais c'est aussi ne pas vendre ces animaux. Systématiquement, donc... Il faut respecter, il y a une durée à respecter. Oui. Et donc, parce que indirectement, si l'animal, il a pris les antibiotiques, et puis on l'a consommé juste après, ça veut dire que j'ai pris les antibiotiques indirectement. Très bien. Donc ça, c'est pas bien. Il y a quand même une relation comme ça, Tout à diffuse, fait. mais quand même qui existe entre les deux. Merci beaucoup, docteur Samia Hamadi, pour cet éclairage. Donc, et ce rappel surtout par rapport aux bons usages liés aux antibiotiques et antimicrobiens. Donc, je rappelle que vous êtes sous-directrice des maladies prévalentes et de l'alerte sanitaire auprès du ministère de la Santé. Je vous souhaite une excellente journée. Je peux rajouter quelque chose peut-être. Un dernier mot, s'il vous plaît. Un dernier mot. Ouais. C'est juste pour dire la prévention, c'est vrai, mais les antibiotiques parce que de qualité. Et l'Algérie donc dispose non seulement de l'Agence nationale pour l'enregistrement des médicaments, donc c'est réglementaire, mais nous disposons aussi d'un laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, y compris les antimicrobiens. Donc c'est de qualité. Donc seulement maintenant, il faut respecter l'usage de ces antimicrobiens. Merci. Excellent, merci beaucoup docteur Samia Hamadi. Donc on continuera de parler santé dans un moment avec un duo de futurs médecins qui sont justement sur la lancée de la sensibilisation. Mais avant, nous allons marquer un point, mesdames, messieurs, tout de suite. Vous aviez suivi pendant toute la semaine le rallye Sahari, le rallye Challenge Sahari 2018. Donc tout de suite, je vous propose de voir un peu l'aboutissement de ce parcours, de cette belle caravane qui a sillonné le sud algérien. Avec Majid Benqassi, nous allons marquer une halte pour parler de la finale de ce challenge. Plus de 3000 km traversés en l'espace de 9 jours de compétition par les quelques 130 pilotes engagés de 10 nationalités différentes, en comptant les Algériens. 7 villes étaient concernées par cette 4e édition du Challenge Sahari Algérie et au programme de la compétition, des sports mécaniques et bien sûr du tourisme. Et au bout de l'effort, les récompenses. Les Algériens dominent pour les autos et les étrangers gagnent dans les catégories moto, notamment en M1 et en Open, avec le Britannique Jonathan Blackburn et Alessandro Russo, l'Italien, pour la catégorie Open. Dans la catégorie moto M2, la palme revient à l'Algérien Abdelkader Mebarki. Pour les automobiles, les Algériens font la razzia avec l'équipage algéro-italien Fodel Allahom et Tony Arini pour la catégorie prototype. Les frères Ben Mansour gagnent en catégorie auto-essence et les frères Dagenati assurent dans la catégorie auto-diesel. Des lauréats heureux pour un Challenge Sahari Algérie 2018 dédié à la mémoire de Bahloul Chihab, l'ancien président de la Fédération algérienne des sports mécaniques, décédé quelques semaines avant le début de cette compétition. Une édition réussie et déjà beaucoup de participants pensent à l'édition de l'année prochaine.
Vivement le challenge prochain en 2019. On essaiera de suivre également pour vous, mesdames, messieurs. Et puis tout de suite, comme promis, le duo de futurs médecins voilà, il est parmi nous. Donc bienvenue. Allez, on commence par les dames avec Nihal Ben Lemjadli. Bienvenue. Bonjour. Donc vous êtes étudiante en 2e année, c'est bien cela. Et puis avec vous, donc votre aîné, Mohamed Islam, en 5e année de médecine, c'est bien cela. Exactement. Et vous êtes tous les deux plein de dynamisme puisque vous activez en plus, c'est déjà dur les études en médecine. Vous le confirmez? Oui. Effectivement, c'est vraiment très dur. Ça prend toute la journée, toute la semaine. Après, il faut savoir s'organiser. Certainement, c'est très dur. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais après, si on est bien organisé, on pourra peut-être faire une ou deux choses à la fois. Effectivement, mais exactement. Voilà, c'est question d'organisation. D'organisation. En tout cas, vous êtes assez bien organisé pour vous structurer en association, pour faire partie justement d'un collectif, 2 associations en l'occurrence, ADN et ASM. ADM. ADM. Oui. ADM, je corrige tout de suite. Donc, qui veut dire Les anges de la miséricorde. les anges de la miséricorde. Mais bien sûr, voilà, on les a déjà reçus, les anges de la miséricorde. Vous faites partie de cette association ou Oui. c'est bien cela? Et vous-même, Islam? Non, en fait, je suis... La seconde association. Exactement, oui. Donc, je suis le président de l'association ASM, l'association estudiantine pour la santé et l'éducation médicale. Très bien. Donc, 2 associations estudiantines qui font autant que les associations vraiment bien établies, bien installées, donc qui comptent vraiment une composante faite d'adultes et de personnes bien impliquées dans la société. Vous faites votre petit bonhomme de chemin, tout petit, mais bien en tout cas. Voilà, aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un événement que vous préparez. Allez, je vous laisse le soin de le présenter. Voilà, c'est l'événement Men Suffer Too. Ça veut dire que les hommes aussi souffrent de cancer masculin, donc cancer de prostate et de testicules. Et Islam qui va détailler plus. Très bien. Très bien. Men au pluriel, Men donc suffer suffer too. Les hommes souffrent aussi. Exactement. C'est vrai. Donc, après un... C'est vrai qu'on vient de dépasser Octobre Rose. Exactement. Donc, On a beaucoup parlé de la l'idée. femme pendant C'est ce l'idée. mois. Voilà, et on Donc, a oublié l'homme. Bien sûr. Donc, étant donné qu'on a passé tout le mois d'octobre à parler de Octobre Rose, c'est bien beau, il y a pas mal d'associations qui ont parlé, qui ont abordé le sujet d'Octobre Rose, des cancers féminins, du cancer du sein. Plus précisément, étant donné que c'est le cancer qui atteint le plus de femmes en Algérie et dans le monde entier. Après, il ne faudra pas négliger les hommes et la santé masculine. Donc, on voulait, à travers notre projet et nos 2 associations, travailler sur le concept, peut-être vous êtes familier au concept Movember. Oui. C'est une fondation internationale existant sur différents pays qui a pour but de travailler la santé masculine, entre autres les cancers masculins, mais la santé mentale des hommes. Donc, pourquoi la santé mentale des hommes? Pourquoi pas les femmes? Pourquoi plus précisément des hommes? Parce qu'on a un ratio de 3 hommes sur 4 qui commettent des suicides. Suite à l'annonce d'un cancer ou non, pas forcément l'annonce d'un cancer, mais en général. Donc, on voit que la santé masculine, la santé mentale de l'homme est plutôt atteinte, beaucoup plus que la femme. Peut-être parce que de stress par rapport aux cancers, par rapport leur quotidien. Donc, vous voulez dire que les hommes dépriment plus vite que les femmes? Peut-être, je ne sais pas s'ils sont peut-être faibles pour commettre des suicides, mais je sais qu'ils commettent beaucoup plus de suicides que les femmes. Oui. Donc c'est un ratio ce sont de 3. les chiffres. Moi, je ne connais pas la source justement de ces statistiques, mais en tout cas, ce sont des chiffres qui parlent. Quand on apprend cela, on se dit oui, il faut s'occuper de messieurs. Bien sûr. Alors, vous le faites si bien, vous avez choisi donc de le faire par le biais de la sensibilisation collective et à travers un événement, un marathon en l'occurrence. Exactement. C'est un marathon que vous organiserez à Alger le 16 du mois en cours prochain, c'est bien ça? Novembre, exactement. Donc j'aimerais pas parler de marathon, ça fera plutôt compétition, ça fera plutôt course, mais ça sera surtout une course pédestre, une course de solidarité, une course pour dire que voilà, on est conscient de la réalité du terrain, on est conscient que ces cancers font un ravage, on est conscient qu'il faut prendre soin des messieurs et qu'on aimerait en parler, qu'on aimerait
expliquer le danger qu'on court si on n'en parle pas. Il faudrait casser ce tabou des cancers masculins. Oui, c'est vrai que les hommes peinent enfin, la femme est beaucoup plus expressive, expansive. Oui. L'homme a tendance à être un peu plus réservé. Et donc, au sein de l'association, vous vous êtes organisé comment? Donc, vous avez déjà commencé par fédérer les deux associations pour avoir un peu plus d'impact, j'imagine? Voilà, c'est un partenariat entre deux associations, ASM et ADM. On a regroupé les tâches. Et voilà, chaque groupe il a préparé des trucs comme les dépliants pour la sensibilisation, les t-shirts pour les participants aux courses, et puis voilà, des infos voilà, pour sensibiliser aussi les gens et tout. Voilà, donc vous avez quand même un support, comment dire, de sensibilisation hors la rencontre elle-même, c'est-à-dire que c'est un espace de partage que vous allez créer, donc ça va rassembler du monde. Vous avez, j'imagine, une page dans laquelle vous publiez cette information? Effectivement, après on a ces deux associations différentes qui ont deux pages Facebook différentes avec pas mal de followers, donc le partenariat avait pour but d'amplifier le travail, d'amplifier l'impact qu'on aura. Oui. Donc, non seulement à travers la journée qu'on va faire la course pédestre pour casser le tabou, mais une sensibilisation. Après, une campagne de sensibilisation à travers les médias, que ce soit conventionnel ou à travers les réseaux sociaux, pour expliquer cette thématique et en parler davantage. Très bien. Et puis à la veille du Mawlid Nabawi Sharif, vous avez d'autres activités aussi en perspective? Voilà, du moins pour l'association ADM. Pardon. Notre association, elle va fêter le Mawlid Nabawi Sharif avec les enfants à l'hôpital Bab el Oued. L'hôpital de Bab el Oued, donc ce sera quand exactement? Ce mardi, Inch'Allah. Le mardi de la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, voilà. Mardi prochain, donc vous vous regrouperez donc au niveau de l'hôpital de Bab el Oued, qui fait énormément d'actions en faveur de l'enfance défavorisée ou l'enfance malade. Voilà. Donc très bien, donc vous adhérez un petit peu à l'effort de cet hôpital, c'est excellent. Et puis voilà, donc on rappelle encore une dernière fois le 16, à quelle heure le départ, le coup d'envoi? Donc ça sera au niveau de la commune de Raïs Hamidou. Très bien. Donc ça sera à partir, l'enregistrement se fera à 8h30, on a publié à travers nos pages respectives les détails de la course, donc ça sera de 9h, le départ de la course sera à 9h, les enregistrements à partir de 8h30 et bien évidemment la sensibilisation sera pendant toute la matinée au niveau de la commune de Raïs Hamidou pour faire la sensibilisation. Très donc, bien. Même pour les gens, je m'excuse. Oui, allez-y. Même pour les gens qui n'y seront pas pour la course, ils seront les bienvenus pour venir leur expliquer, leur partager avec eux les dépliants et l'information. Très bien, et puis voilà, découvrir un petit peu toutes ces actions bénévoles ô combien intéressantes donc en faveur de la santé publique. Je veux juste ajouter un truc, c'est que la course est pour tout le monde, femmes, hommes, grands, petits, c'est pour tout le monde, c'est pas uniquement pour les hommes. C'est pas une compétition, on l'a dit tout à l'heure. C'est une course. C'est une course de solidarité avec toutes les personnes malades et puis voilà, pour mieux informer autour du cancer masculin. Voilà. Merci infiniment donc à vous, Nihal Ben Lemdjedli, et également à monsieur donc Mohamed Islam, tous deux étudiants en médecine, donc qui viennent et qui représentent deux associations très actives, ADM et ASAM. C'est bien cela. Bon vent pour tout ceci. Merci. Bon vent et puis voilà, bonne journée également. Et à travers vous, on salue tous les bénévoles des deux associations et tous ces étudiants ô combien dynamiques. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Tout de suite, on va plonger dans l'univers du conte. Oui, c'était baissé de rideau hier, des nuits du conte. Et ça a été couvert par Siham Knouch, une conteuse bien de chez nous, qui est également notre consoeur de l'information. Voyons un petit peu son compte rendu. À travers des contes ancestraux de différentes régions du continent africain, judicieusement adaptés à la réalité, 6 conteurs ont fait voyager le public. La présence ici, c'est simplement cette envie de rappeler le PANAF. Vous voyez, maintenant, ça va faire il y a 10 ans, depuis 2009, donc on va dire il y a 8
temps, on était ici en train de fêter l'Afrique, en train de faire croire au monde que voilà, nous sommes là, nous sommes présents. L'Ivoirien Adama Adoupojou ou le taxi-compteur, premier invité l'assistance à monter dans sa voiture à condition de bien saisir le message de son conte. Célébrant l'eau, une histoire ancestrale de Côte d'Ivoire, vient ensuite la Tunisienne Aïda Germazi avec son conte La révolte de l'âne. Pour sa part, l'Égyptienne Arafa Abdrasoul est intervenue très brièvement pour raconter Hikayat Bint el-Baqal, histoire de la fille de l'épicier. L'importance du conte africain, c'est qu'il met en valeur le patrimoine des différentes régions de l'Afrique. Les nuits du conte africain réunissent aujourd'hui différents pays africains comme l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Chaque pays a son propre conte. Le public se rappelle sans doute des histoires que racontaient nos grands-mères, autrefois de belles histoires autour d'un banc de thé. Le public a longtemps applaudi les 6 conteurs présents à la deuxième nuit du conte africain qui se poursuit ce soir avec l'amour comme thème de la deuxième journée. Et je tiens à rectifier, c'était Nesrine Ben Saïdi qui nous donnait ce compte rendu et non pas Siam Kenouch que vous avez peut-être aperçu au début du reportage puisqu'elle était sur scène ce jour-là. Donc merci mesdames, messieurs d'être avec nous dans Bonjour d'Algérie. Je vous avais promis tout au début d'émission 2 découvertes, 2 gros plans donc sur un artiste peintre et également un auteur qui nous vient de Kabylie, donc de Tizi Ouzou. Il vient d'arriver d'ailleurs. Le voyage n'a pas été pénible, monsieur Ali Hadjaz? Super. Ça va? Ah oui. Alhamdoulilah, bienvenue en tout cas à Ousmane, également Samir Ousmane, bienvenue. Bonjour Radia, donc vous êtes merci artiste pour peintre. Votre invitation. Voilà, nous allons un petit peu mélanger les 2 empreintes sur ce plateau. On va commencer peut-être par l'art ce matin. Donc vous exposez actuellement à la galerie donc Asla Houssine à Alger. Oui, c'est Asla Houssine, mais j'ai fini l'exposition. Ça y est, l'exposition vient d'être clôturée, tout à fait. Mais j'ai d'autres expositions à préparer, Inch'Allah. Très bien. On voit d'ailleurs une des œuvres que vous avez amenées, c'est un intérieur de maison ancienne, donc probablement la Casbah qu'on voit à l'antenne. C'est bien cela? Oui, ça c'est un travail au couteau. Oui. Technique couteau. سميته القصر المنسي. Oui. القصر المنسي سي دي روين في لاكاسبا اللي عجبوني وجي في سو طابلو باش نبين باللي هذا القصر كان جديد كيفاش راح يكون. Oui, un palais oublié. C'est un petit peu si on devait traduire. Donc vous vous intéressez au patrimoine architectural de votre ville. Vous vivez à Alger en tout cas. C'est normal, c'est normal. J'ai travaillé beaucoup la Casbah d'Alger et la baie d'Alger. Donc un peu dans la nostalgie, on dira. C'est ça, oui. Oui. Comment vous êtes venu à l'art? Parce que je sais que vous êtes autodidacte, donc vous avez appris un petit peu tout cela tout seul. Là, je suis autodidacte. Oui. وحدي تعلمت. Mais en quelle année est-ce que vous avez eu cette révélation? Depuis votre enfance? Oui, c'est ça. Depuis mon enfance, je pratique le dessin et j'ai fait quelques trucs artistiques. Quelques trucs. Alors, si on devait définir le mot truc, là on voit, voilà, ça rappelle un petit peu les orientalistes et les anciens travaux d'orientalistes. Et là, c'est une dame qui est en habit traditionnel que vous avez mis en relief. Donc, c'est la beauté un petit peu de la femme algérienne que vous mettez en valeur. J'ai fait beaucoup de toiles sur la femme algérienne. J'ai fait des toiles sur la femme chaoui et la femme kabyle et la femme algéroise avec le hijab et tout. J'ai reproduit quelques tableaux des grands maîtres d'art, mais أعطيت لهم الصفة تاع المرأة الجزائرية باللمسة تاعي. D'accord, très bien. Donc ces hommages que vous rendez à la femme régulièrement donc, se font toujours avec comment dire, cet intérêt pour le patrimoine. Enfin, patrimoine vestimentaire en tout cas, je parle de l'aspect vestimentaire. Donc vous êtes toujours dans la nostalgie de l'ancien quelque part. C'est normal, c'est normal. J'aimerais bien faire une autre exposition avec un sujet unique, la femme algérienne. Mais
يطلبني 48 طوال. باسكو حنا على بالك عندنا 48 ولايه، شاك ولايه عندها لي كولتور ديالها والتقاليد ديالها. Oui, mais sinon, voilà, vous vivez à Alger, vous exposez depuis quelques années déjà, et là c'est l'une de vos expositions individuelles, parce que, voilà, est-ce que vous en avez eu beaucoup des expositions individuelles? C'est ma première exposition. Oui. هذه اللي تاع سلاح حسين. Très bien. C'est la première fois que j'expose en individuel. Individuel, oui, c'est ça. Oui. C'est très bien. Donc vous avez aussi repris des œuvres majeures de peintres connus. J'ai fait des reproductions pour entraîner un peu ma main à la peinture et au pinceau. J'aime beaucoup Adam Stika. Oui. Adam Stika, j'aime reproduire les œuvres de Adam Stika. J'aime Étienne Dini. Oui. Étienne Dini. Et des maîtres de l'art, j'aime beaucoup Houssine Ziani. Ah, ça c'est le nôtre. Oui, le nôtre. Ça c'est un artiste bien de chez nous, donc Houssine Ziani, qui lui aussi met en valeur le patrimoine. Il raconte un peu l'ancienne Algérie. Oui, c'est ça. Dans ses toiles, et puis il fait de fabuleuses œuvres. Les chevaux de Ziani sont remarquables, les fantasias sont très belles. Les caravanes aussi. Les caravanes. Et justement, vous nous avez amené également un tableau ici qui un petit peu dans les nuances du sud. L'oasis. C'est bien ça, c'est une belle petite oasis qu'on voit ici. C'est un travail au couteau, technique couteau. Peinture à l'huile. C'est-à-dire que vous lâchez le pinceau en faveur du couteau. Oui. Bon, mais ça donne une certaine liberté de geste, normal, en tout cas. C'est normal, le tableau, il baigne en relief. Oui, ça donne de la matière à la toile, ça vous permet un petit peu de vous libérer un peu des détails. C'est normal. Et c'est vrai que quand on n'est pas dans le dessin académique, ça peut être vraiment... Ça donne matière un petit peu à des surprises. Ça vous surprend de temps en temps, à chaque fois, je trouve une touche ou une technique à ajouter à ma touche personnelle. Très bien. On me dit à l'oreille que vous avez une excellente collection de dessins personnels. Ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une exposition. Oui, c'est normal. J'ai à peu près 50 toiles. Oui. Quelques reproductions et quelques dessins, quelques toiles personnelles. Oui. En tout cas, bon courage et bon vent et bonne chance pour les prochaines expositions. Merci beaucoup. Je vous invite un petit peu à aller vers un autre univers, celui de Ali Hadjaz. Ali Hadjaz ici présent, qui nous vient avec un nouvel ouvrage, La cabane des ogres. La cabane des ogres. Oui, La cabane des ogres. Ça aussi, ça puise un peu dans le patrimoine, je dirais immatériel cette fois-ci, mais ça décrit aussi des situations de l'ancien temps. Absolument. Je suis vraiment fasciné par les tableaux. Oui. Moi, j'ai décelé beaucoup d'optimisme chez notre ami. Beaucoup d'optimisme et il voit la vie en rose. Franchement, j'aurais bien aimé avoir un tableau comme ça dans mon salon. Merci. Franchement, oui, la palette est variée. Si je vous connaissais déjà avant, je vous aurais demandé de me faire la couverture. Parce que ce qui dégage dans vos tableaux, voilà, j'ai délaissé mes œuvres, mais pour parler de vous, franchement, félicitations. Merci. Il n'est jamais trop tard, en tout cas. Voilà. Je sais que vous êtes un auteur prolifique depuis que vous avez pris votre retraite. Absolument. Vous vous êtes donc mis à l'écriture, Ali Hadjaz, et déjà 2 romans. Voici le 3e. Donc voilà, Silence, vous avez pris... écoutez, je vais vous On va les montrer, bien excusez-moi. sûr. Alice, avec plaisir. Voilà, je vais vous montrer. Moi, je vais vous aider parce que je saurai orienter. Merci. C'est pour ça qu'on n'a pas pu... Installez-vous, moi je vais les montrer pour vous, il n'y a aucun souci. Donc on va commencer par le premier. Le premier, donc, ça a été La vie des anges. La vie des anges, qui était sorti en 2005. Oui. C'était ma première expérience. C'était un roman que j'avais écrit à l'âge de 25 ans et que j'avais retravaillé et sorti en 2005, à l'âge de 42 ans. Et vous avez été courageuse parce qu'il a été publié à compte d'auteur. Oui, à compte d'auteur, à 2000 exemplaires. Il est complètement épuisé. Oui. J'ai quelques exemplaires qui me restent. Je les ai récupérés chez nos amis distributeurs. Parce que
quand tu donnes à un distributeur pour les distribuer, un quota. Plus tard, quand tu es épuisé, tu vas la retrouver bien au chaud. Eh ben voilà. Ou alors il faut offrir à des amis précieux, des amis qui vont garder précieusement votre ouvrage et qui le sortiront au besoin. Donc Ali Hadjaz, votre second ouvrage, c'était Le Silence. On parle un petit peu... C'est pas le silence, c'est silence. Silence, oui, il n'y a pas le... Oui, Silence, donc paru aux éditions Identité. Donc cette fois-ci, vous avez eu donc un éditeur qui a cru en vous et qui a suivi de très près vos écrits et qui a publié donc ce deuxième ouvrage, un roman. Oui, dans ce sens, oui, il m'a beaucoup aidé, pas cru. Il m'a aidé, il m'a facilité la tâche. Oui, très bien. C'est la deuxième expérience. Oui. Dans le premier ouvrage, La vie des anges, vous parlez d'amour, vous parlez d'optimisme, vous essayez de donner un petit peu une note d'espoir à une jeunesse en perte de repères. En fait, quand je vois ce qui est arrivé maintenant depuis 2005 et même avant, nous, à notre époque, on partait découvrir la France, on connaissait beaucoup plus la France, c'était notre destination. Oui, une histoire très intense. On allait pour connaître, pour voyager, pour s'aventurer, pour étudier, mais on revient. Donc même l'histoire, il est revenu. Oui. Ouais. Il y a un retour dans l'histoire. Il y a un retour dans l'histoire. En tout cas, les deux... circulaire. Parce qu'avant, moi, ça me faisait rire à l'époque. On disait que c'est une histoire linéaire. Oui. Non, moi je dirais c'est une histoire complètement circulaire. Circulaire parce que ça va, ça revient. En tout cas, dans Silence aussi, vous avez pour toile de fond les deux terrains, l'Algérie et la France. Et donc il y a aussi ce lien entre les deux nations, les deux pays, les deux peuples. Oui, en fait, oui. Il fallait bien qu'on en parle. Sur la situation parce que c'est un roman de grande actualité, c'est ce qui se passe maintenant. Donc je l'avais écrit en 2016, il est sorti en 2017, c'est-à-dire la situation actuelle que vit l'Algérie et la France. Nous avons une histoire commune. Une ancienne chanson qui disait c'est-à-dire on s'est mariés entre nous, c'est-à-dire ils ont des enfants, on a des enfants, on est mélangés. Donc qu'est-ce que ça donne, toute cette histoire-là cachée, qui n'est pas officielle, c'est pas les rapports entre les présidents ou bien les gouvernements, entre les gens simples. Tout à fait. Voilà, et ça donne des choses extraordinaires parce que eux ils viennent, nous allons aussi là-bas. C'est une culture qui nous a réveillés, qui nous a aidés, qui nous a... Il en découle même une langue commune parce qu'il y a des termes comme ça qui se sont glissés dans la langue française et qui viennent d'Algérie. Il y a des termes français qui se sont glissés dans la langue locale algérienne. Donc il y a un mix. Il y a un mix qui est indéniable. Bzef. Vous savez que le mot bzef, il est rentré dans le... Oui, ça y est, c'est dans le jargon, c'est bon. Oui, pas uniquement dans le jargon, ça va rentrer dans... C'est ça le mélange des langues. Parce qu'une langue, elle ne peut pas... Une langue vivante, elle évolue. Elle épouse d'autres langues, des empreintes. C'est comme ça qu'on est... Il y a une langue... Toutes les civilisations qui sont ouvertes sur le monde, qu'est-ce qu'elles apportent en premier? C'est la langue. Oui. Donc, eux... Et la langue française, elle est pleine d'empreintes, elle est pleine de mots, d'empreintes qui sont venus d'ailleurs. Et nous aussi, maintenant, en Algérie, c'est ça. Déjà avant, il y avait le javanais. Oui. Et maintenant, je ne sais plus comment on l'appelle, mais c'est extraordinaire comment les gens s'expriment. Tout à fait. Avec une facilité et plusieurs langues en même temps, c'est merveilleux. Voilà. On prend par exemple le dernier des Algériens, il connaît au moins 4 langues. Il y a le tamazight, le français, l'arabe, l'anglais. Ça, on jongle avec ça. On va un petit peu zoomer maintenant sur la culture amazigh, parce que un petit peu, c'est un petit peu votre cheval de bataille actuellement à travers cet ouvrage édité, La cabane des ogres. Ça permet aussi d'avoir un regard sur la culture ancestrale, parce que la cabane des ogres, ce dernier ouvrage avec lequel vous êtes venu ce matin, donc c'est un conte, donc ce n'est pas... c'est un conte dans lequel vous avez mis des ingrédients de l'ancien, donc de ces contes de grand-mère, et vous avez ajouté votre propre imaginaire. Là, on sort un petit peu du réel, mais avec des métaphores qui sont en lien direct avec le réel, en fait. Absolument.
Et c'est un conte que m'avait raconté ma grand-mère. Ça, je le dirais, c'est écrit conte. Un conte, il ne m'appartient pas. J'aurais pu le raconter en 3-4 pages, tel qu'il me l'avait raconté. Mais, ayant accumulé 27 ans dans l'éducation, comme éducateur, c'est-à-dire je voulais faire une continuité par rapport à ce que je faisais au lycée. Maintenant, je veux continuer dans mes écrits. Au-delà de l'histoire, qui est belle, elle est belle parce que déjà, je me souviens très bien d'elle. Elle me l'avait raconté. Ça vous a marqué? Ça m'avait marqué, il fallait que je la raconte. Mais le contenu, ce sont des défis. Alors, qu'est-ce que je voulais donner au lecteur? Des valeurs. Des valeurs que nous avons héritées des anciens. Et en plus de maintenant, c'est-à-dire ceux de maintenant. C'est-à-dire chacun se cherche. Chacun veut réaliser des projets, chacun veut être bien. Chacun essaye de fuir une situation pour se sentir bien ailleurs. Mais au fait, le chemin est lent à chaque étape. Donc moi, je donne, à travers ce conte-là, je donne des étapes. Et il y a beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de suspense jusqu'au bout. Mais au bout, il y a un dénouement total. Il est donné au mot. Retourne en boucle parce que tout est circulaire dans la vie. Vous disiez tout à l'heure que notre artiste ici présent, Ousmane Samir, était d'un grand optimisme. D'un grand optimisme, vous aussi, puisque l'ogresse, grâce à vous, les ogres, grâce à vous, peuvent aspirer au bien. Et puis, inversement, les gens bons peuvent aussi verser dans le mal. C'est-à-dire dans la 4e de couverture, M. Hassan Taleb, que je remercie, que je salue à travers votre émission, il m'a fait une préface, il m'a décortiqué le conte. Et qu'est-ce qu'il a écrit? En outre, l'œuvre se lit comme un ancien conte de grand-mère, digne également de films les plus fantastiques des temps modernes, mêlant jusqu'au bout l'insoutenable suspense qui finit par rappeler une règle universelle. Le bien et le mal ne sont pas une question de pays, de culture, de religion, ni même d'espèce. De point. La grâce a gagné en humanité. Elle a gagné en humanité par ses bonnes actions et l'homme a perdu de son humanité par ses mauvaises actions. Donc, c'est ce qui arrive de nos jours, effectivement. Très bien. Vous faites parler la sagesse dans votre livre. Vous faites parler aussi enfin, vous mettez en action des personnages issus de votre imaginaire. Pas uniquement, non, pas de mon imaginaire. Les faits, les scènes, oui, peut-être. Beaucoup plus. J'ai rajouté pour que ça passe. Pour rajouter un peu du peps, comme absolument. on dit. Mais Terril, dans la mythologie berbère, c'est la maîtresse du destin. C'est une femme autonome, insoumise. C'est ça ce qu'elle symbolise Terril chez nous. Et c'est elle qui a enfanté les ogres. Dans la mythologie, une fois qu'elle a mangé des feuilles d'or d'un arbre mystérieux. C'est la mythologie, mais la mythologie, ce sont des métaphores. Ce sont des allégories psychologiques extraordinaires. Si quelqu'un arrive à les comprendre, à décider ce que c'est que chaque mot, on saurait en sortir. Par exemple, quand on parle de la femme dans certaines religions, ou bien de l'homme, c'est une allégorie qui fait référence à ce qu'on peut commander consciencieusement, et au subconscient qui répond. Voilà, la femme, c'est le subconscient. Oui. Mais ça, on est passé à côté. Donc, mais moi, je suis imprégné des cultures de l'Inde orientale, japonaise, chinoise, Lao Tzu. Je voulais ramener beaucoup dans la mythologie. Dans la mythologie, toute leur sagesse dans la mythologie. Mais nous, les Berbères, la Berbérie qui se tient de l'Égypte jusqu'aux Elsiwa, la Berbérie, c'est pas la région, c'est pas la région de la Kabylie, c'est pas un hammam, c'est tout ça. Donc nous appartenons à une grande civilisation méditerranéenne. C'est-à-dire, on a des Grecs, on a des Romains, on a des Français, des Espagnols, tout le bassin méditerranéen nous a réunis pendant des millénaires. Aujourd'hui,
enfin, des civilisations sont passées, d'autres civilisations arrivent. Mais ces contes-là puisent leurs origines de ça. Par exemple, vous allez, moi, la cabane des ogres, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai fait des recherches. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Africains, dans des contes africains. Et aussi, mais je l'ai retrouvé beaucoup plus dans le bassin méditerranéen. Oui. Et les Berbères, donc, ils ramenaient des histoires dans tout cet espace-là, oui, qui s'enrichissent. Donc, eux aussi ont pris de nous. Certainement qu'il y a... Je vais vous donner un exemple. La culture n'est pas imperméable. Donc, comme vous le disiez, ça reste un terrain perméable. Et donc, c'est normal qu'il y ait ces mix et ces métissages, effectivement. Absolument. En tout cas, on arrive à la fin de notre séquence. L'émission touche à sa fin. Vous voulez rajouter, bien sûr, allez-y. Ben écoutez, j'aurais bien voulu en débattre, mais déjà le fait de m'inviter, je vous remercie. Nous avons raté le premier rendez-vous à cause des encombrements, mais c'est toujours un plaisir de vous rendre visite parce que je sais que maintenant, en ce moment, il y a ceux qui regardent, en ce moment, des gens de qualité qui restent à la maison et qui absorbent. Et qui ont soif de découverte et qui voudraient certainement découvrir toute la symbolique et tout comment dire, tout le travail autour de la mythologie. Autour de la mythologie berbère. Autour de la mythologie berbère. Quand on dit berbère, c'est vraiment de l'Égypte jusqu'aux îles Souases, les Marocains, Tunisiens, tout ça, c'est la Berbérie. Donc, en tout cas, c'est la cabane des ogres qui permettra cela aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Si vous permettez, je vais rajouter un mot. Mais vraiment brièvement, parce qu'on arrive au terme de l'émission, on ne peut pas. Écoute, j'ai passé des journées au CELA extraordinaires et la cabane des ogres a reçu aussi, franchement, le salon de livres d'Alger, il est extra. J'aimerais bien c'est-à-dire la prochaine fois, qu'on mette un espace pour les auteurs, des petits auteurs comme moi qui n'ont pas, par exemple, ou bien ceux qui ont publié un compte d'auteur. Ce sera vraiment merveilleux que le monde découvre les auteurs, nos auteurs cachés. Eh bien, c'est très bien. Donc, votre appel a été lancé. J'espère qu'il trouvera écho. Merci infiniment, Monsieur Ali Hadjez, donc auteur de La cabane des ogres. Auparavant, donc Silence et également La vie des anges. Et vous avez reçu l'Olivier d'Or au Festival du film Amazir pour un documentaire. Qu'as-tu fait de tes 20 ans? Un documentaire qui a marqué en tout cas toute la presse nationale. On avait parlé donc et on vous souhaite beaucoup une bonne continuité à tous ces travaux, à toutes ces recherches. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Osman, Osman Samir, artiste peintre qui nous a accompagnés ce matin. Je vous souhaite à tous les deux vraiment bonne chance et toute la réussite dans vos carrières respectives. Et vous qui nous suivez ce matin, passez une excellente journée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Et puis rendez-vous est pris pour demain 8h pour le meilleur de l'actualité. Bon, je m'incline quand même à la mémoire de notre collègue qui est décédé hier. Mustafa Titache nous a quittés à la fleur de l'âge. Son enterrement aura lieu aujourd'hui à Sidi Fredj, cimetière de Sidi Fredj. Donc Allah yarhamou, paix à son âme, et puis puisse Dieu donner la force et la patience à ses parents et à ses proches. Donc inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah yarhamou. Oui, donc mesdames, messieurs, passez une excellente journée et à très bientôt.